Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. 330 milliards de francs CFA octroyés à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de 2 projets majeurs. Un prêt accordé au pays par la Banque mondiale, d'abord pour l'amélioration de la gestion urbaine, l'accessibilité au port autonome d'Abidjan, ensuite pour l'optimisation des résultats financiers du secteur de l'électricité. L'habitat en milieu urbain de plus en plus malade entre désordre et non-respect des mesures liées au foncier et à l'assainissement. Nos quartiers présentent un visage pâle. Le dossier dont en quelques instants. Affectation en classe de 6e, de nouvelles dispositions annoncées. Il est désormais possible pour les parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans les établissements de leur choix. Nous en parlons également dans ce journal. Mais avant, la Côte d'Ivoire, toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement, après donc la démission de l'ancienne équipe, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous le savez, a été reconduit dans ses fonctions. Il devrait donc former un nouveau gouvernement composé de personnalités issues du RHDP et de la société civile. On en parle tout de suite avec Gabriel Zani. Le président de la République. Le premier gouvernement Amadou Gon Coulibaly a été dissous le mercredi 4 juillet 2018. Nommé le 11 janvier 2017, il aura duré 18 mois. Ce premier gouvernement de la Troisième République était caractérisé par la réduction des portefeuilles ministériels qui sont passés de 36 à 29, dont un secrétaire d'État. En effet, l'on a enregistré 14 départs et 7 arrivées, comparativement au gouvernement précédent qui avait pour chef l'actuel vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mais ce gouvernement n'est pas resté comme tel. Il a subi des réaménagements techniques. Sur 9 femmes dans la dernière équipe, il n'en reste que 6. Et de 2 ministères d'État dans le premier gouvernement, le deuxième ne retient qu'un seul ministère d'État, celui de la Défense, détenu par Ahmed Bakayoko. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II s'est voulu plus au fait des réalités des populations pour répondre au mieux à ses besoins. L'objectif de ce gouvernement était de garantir la prospérité de la Côte d'Ivoire en relevant les défis sécuritaires, sanitaires, humanitaires et sociaux, notamment la résolution des mouvements d'humeur dans l'armée et à la fonction publique. Amadou Gon Coulibaly, démis le 4 juillet dernier de ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, est reconduit le même jour avec la consigne de former un gouvernement couplé RHDP, société civile. C'est l'heure des consultations, car il appartient au Premier ministre de proposer une liste de personnalités au président de la République. Pour rappel, ce remaniement ministériel très attendu avait été annoncé par le président de la République à l'issue du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. Voilà, en attendant donc la formation de ce nouveau gouvernement et après la région du Gor où il était il y a de cela une semaine à la rencontre des populations, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera demain samedi à Dabakala où les populations l'attendent impatiemment. Le chef du gouvernement y sera pour lancer plusieurs projets de développement, notamment les travaux de réalisation de 1600 km de lignes de réseau de transport en énergie et les travaux de bitumage des voies de Dabakala. Notez également qu'une visite de travail qui permettra donc au chef du gouvernement de communiquer avec les fils, les filles, les cadres et élus de la région est également prévue et sur place, vous le verrez parce que nous vous en parlerons largement demain samedi. 330 milliards de francs CFA octroyés à la Côte d'Ivoire pour la réalisation de 2 projets majeurs. Je vous en parlais en titre. Un prêt accordé au pays par la Banque mondiale, d'abord pour l'amélioration de la gestion urbaine, l'accessibilité au port autonome d'Abidjan et la mobilité au sein du Grand Abidjan, mais également pour l'optimisation des résultats financiers du secteur de l'électricité. Les explications de Cheikh Okone. Le premier projet d'un montant d'environ 173 milliards de francs CFA est un appui à la compétitivité du Grand Abidjan. Il a pour objectif d'aider la Côte d'Ivoire à résoudre les problèmes provoqués par l'afflux massif de population vers la seule ville d'Abidjan. Ce prêt prévoit ainsi la construction de logements, la création d'emplois ainsi que la mise en place des services publics de meilleure qualité pour les habitants des 19 municipalités composant le Grand Abidjan. Autre axe de ce projet, le port autonome d'Abidjan. Comment rendre plus compétitif ce secteur stratégique de l'économie ivoirienne?
Des investissements sont prévus à cet effet grâce à ce prêt pour régler les problèmes opérationnels et d'accessibilité qui menacent l'essor et la compétitivité du port d'Abidjan. Quant au second projet relatif au secteur de l'énergie, il porte sur une enveloppe d'environ 155 milliards de francs CFA. Objectif, aider à conduire les opérations de refinancement de la dette de Côte d'Ivoire Énergie, au nombre desquelles l'introduction de l'entreprise sur les marchés bancaires locaux et internationaux. Une fois les arrêts apurés, le projet bénéficiera également aux prêteurs commerciaux, aux producteurs indépendants d'énergie et aux fournisseurs de gaz. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris part ce vendredi à une action de lutte contre l'insalubrité à l'ancien camp d'Akwedo, opération qui a mobilisé autour de lui les militaires du nouveau et de l'ancien camp d'Akwedo, assistés eux-mêmes de leurs épouses. Herman Guivet pour en parler. Une semaine pour intensifier la lutte contre l'insalubrité dans les casernes militaires. Une initiative soutenue par l'état-major général des armées et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a tenu en personne à se rendre à l'ancien camp militaire d'Akwedo, où l'attendaient les militaires du nouveau camp de l'ancien camp, assistés de leurs épouses. Opération qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le plan d'urgence qui consiste à réhabiliter les casernes, nous avons pensé qu'il était important d'accompagner ce plan en donnant une certaine éducation civique à nos hommes. Je vous encourage, au-delà de cette semaine, au-delà de cette cérémonie, à vous approprier la valeur de la propriété et les valeurs de préservation de l'environnement. J'attache du prix à ce concours et je vais déjà vous annoncer que nous allons doter ce concours d'un prix. La caserne qui va remporter ce prix, je vais instituer un prix du nom du chef de l'État, chef suprême des armées, doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et après que nos casernes aient été propres, nous allons donner l'exemple dans la cité. Montrer comment les militaires, les épouses de militaires peuvent donner l'exemple pour que tout le monde soit propre. Entouré de ces hommes, Ahmed Bakayoko donne l'exemple et donne le coup de pelle qui inspire le reste de la troupe. L'opération se poursuivra jusqu'au mois de novembre. Un jury visitera chacun des bataillons pour identifier le bataillon le plus propre. Toutes les casernes du pays sont concernées par l'opération. Au nombre de celles-ci, les 14 casernes qui composent l'armée de terre. Foncier urbain, on en parle à présent. Le nouveau schéma directeur présenté aux acteurs du secteur. Il s'agit notamment des premiers responsables du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Objectif premier est bien recueillir auprès de tous suggestions et recommandations pour donc enrichir le dit document. C'est avec Cheikh Koné qu'on en parle. La mise en forme de ce schéma directeur est une révolution du secteur du foncier en Côte d'Ivoire. Quand on sait que depuis de nombreuses années, le secteur rencontre des difficultés de gestion des droits de propriété. Cette séance de présentation a ainsi permis de restituer les résultats de 6 mois de travaux. Le citoyen va avoir un processus simplifié pour accéder à la propriété avec des délais qui seront réduits et pour le ministère lui-même, une amélioration du fonctionnement de l'ensemble de ces procédures avec la mise en place d'un système tout numérique pour la gestion des actes. Pour les acteurs de la chaîne foncière, c'est une grande avancée au regard de leur implication tout au long du processus d'élaboration de cette étude. Quand vous avez un client qui vient vous voir et qui vous demande de faire un projet, et ce projet ne correspond pas à la destination du terrain sur le plan d'urbanisme, vous voyez que ça nous pose un problème. Vous venez faire un hôpital, on vous dit que non, que c'est fait pour les logements. Donc ceci va tout à fait dans le sens de nos attentes et nous sommes vraiment très heureux de cette initiative. La mise en œuvre de ce schéma prévoit un déploiement du nouveau système foncier sur le Grand Abidjan entre 2018 et 2020 et l'extension du système à l'ensemble du pays sur la période 2020-2023. Au total, 9 projets structurants d'un montant global de 33 milliards de francs CFA vont permettre la réduction des délais de traitement des dossiers, des litiges fonciers, la numérisation des informations, mais surtout l'augmentation des recettes de l'État. Voilà, toute chose qui certainement viendra régler le problème de l'habitat.
À Abidjan, l'habitat en milieu urbain qui de plus en plus se porte mal entre désordre et non-respect des mesures liées au foncier et à l'assainissement. Nos quartiers présentent un visage bien pâle. Le dossier de ce soir est signé Christelle Menant et Didier Nguessan. Vivre en ville, un Ivoirien sur 2 est concerné. 2 types d'habitats se côtoient à Abidjan, comme ici à Yopougon, à l'intersection de 2 quartiers, l'un planifié et l'autre irrégulier. Des cadres de vie différents, au destin mêlé. Le quartier planifié, quoique désormais vétuste, dispose d'un minimum de commodités. En face, à Yaoséi, pas d'égout, ni de fosses septiques. Les équipements publics de proximité font défaut. L'occupation de l'espace urbain se fait de façon anarchique, à tel point que l'unique canal d'évacuation des eaux est transformé en dépotoir par les populations. Face au désordre urbain, les municipalités semblent dépassées. On n'a plus de parcelles sur le périmètre de la commune. Si on restructure, il va falloir créer des espaces communs, des espaces publics, il va falloir créer des routes. Alors si on les déplace, c'est pour aller à Songon, où nous sommes obligés d'aller acheter des terres pour les recaser. Est-ce que les envoyer à Songon serait leur affaire, ceux qui veulent aller dans leur lieu de travail, qui sont proches de leur lieu de travail? Les professionnels de l'aménagement des espaces urbains proposent de restaurer ces habitats. Le programme de restauration consiste à apporter une amélioration à cet ensemble de niveaux d'équipements urbains pour requalifier le quartier. La ville d'Abidjan compte une centaine de quartiers précaires. Ils abritent près de 20% de la population abidjanaise. Certains de ces quartiers, peuplés anarchiquement, ont fait l'objet de restructuration. La restructuration consiste d'abord à créer un cadre légal d'occupation des espaces en attribuant aux résidents des titres de propriété. Puis, elle fait bénéficier aux populations d'un minimum d'équipements de base, assainissement, ouverture de voies. Mais ces actions d'urgence ne règlent pas tous les problèmes enregistrés dans ces quartiers précaires. L'évacuation correcte des eaux usées, par exemple, nécessite une viabilisation des terrains construits. Les VRD, voiries et réseaux divers, ont un coût significatif dans le budget d'acquisition de ces logements. Globalement, la viabilisation représente autour de 35 à 40% du coût d'acquisition des logements. Il y a plusieurs niveaux de viabilisation. Il y a des parcelles qu'on appelle les parcelles semi-viabilisées. Et sur ces parcelles, l'éclairage public, l'eau potable est emmenée. Et puis, les plus grandes voies, les axes structurants subissent le bitumage. Les voies intérieures ne sont pas bitumées, mais bien stabilisées. Pour prévenir les constructions anarchiques et réglementer l'habitat dans son ensemble, l'État ivoirien dispose d'une politique d'urbanisation. Elle est mise en œuvre grâce aux outils de planification que sont le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur. Sur ces outils, il va être marqué là où il faut faire des activités commerciales, là où il faut faire par exemple des activités industrielles, et là où il faut faire de l'habitat. L'opérateur va chercher à avoir un espace dans ce que le schéma directeur a déclaré comme espace habitable et il va faire son opération. Dans cet espace-là, on vous dit, le règlement particulier d'urbanisme dit qu'ici, c'est 1+2 qu'il faut construire et que vous construisez 1+7 ou 1+12, on peut détruire votre immeuble. 3000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire par des promoteurs immobiliers. Le programme présidentiel de logements sociaux prévoit la construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Grand-Bassam, Bingerville et Songon, 3 sites de la périphérie d'Abidjan, captent une importante partie de ces logements sociaux. Malgré le désordre dans certains quartiers, l'écriture architecturale de la ville d'Abidjan fait encore rêver. Samedi matin, une cinquantaine de touristes ivoiriens et européens arpentent les rues de la commune du Plateau. À l'époque, dans les constructions architecturales, c'était l'introduction de choses comme ça, de choses qui sont graphiques, qui rappellent un peu l'histoire du lieu, qui sont en lien avec la culture locale. J'aime quand même bien les bâtiments coloniaux, mais je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments aussi qui se construisent à Abidjan. J'étais curieuse en fait d'entendre de la part d'un expert un peu l'histoire derrière ces bâtiments qui reflètent les différentes époques historiques. C'est important de savoir aussi comment le bâtiment a été construit et aussi l'image que ça donne et comment il dure dans le temps.
Avec ses gratte-ciel, le Manhattan des tropiques, quoique inspiré de la modernité, ne renie guère la culture ivoirienne. C'est ce que perçoit Issa Diabaté, défenseur d'une architecture à l'ivoirienne, mais ouverte sur le monde. Au lieu d'avoir une concentration unique comme sur Abidjan, le plateau où tout le monde vient tous les matins, tout le monde tombe dans les embouteillages, tout le monde, on perd en qualité de vie, on perd en temps. Alors que si on commençait à réfléchir à avoir des espaces, une multitude d'espaces urbains, peut-être à plus petite échelle, moins du million d'habitants, 500 000, avec des thématiques bien particulières par rapport à différents environnements, je pense qu'on arrivera à résorber une bonne partie du problème. Abidjan, 2119 km², rêve plus grand et travaille depuis quelques années à polir sa renommée de perle des lagunes. Bientôt, un parc d'attractions à Port-Bouilly. La première pierre de ce parc a été posée par le secrétaire général de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, en visite de 72 heures ici en Côte d'Ivoire. Il était entre autres à l'école hôtelière de Grand Bassam, au lycée hôtelier de la Riviera et au centre de formation multisectorielle Mohamed VI de Yopougon. Un petit tour avec Patricia Omouetia. La visite de travail du nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a débuté par l'école hôtelière de Grand Bassam. Cet institut supérieur du tourisme et de l'hôtellerie a pour vocation de former les professionnels aux métiers dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Plus de 10 salles de classe et une capacité de plus de 300 étudiants. Pour le secrétaire général de l'OMT, c'est important d'investir dans l'éducation et la formation. J'étais vraiment impressionné parce que c'est une chose d'apprendre, c'est une autre chose de faire la pratique. Et cette école est basée sur la pratique et ça m'impressionne véritablement. Je dis que nous avons besoin encore de beaucoup de secteurs. La compétition n'est pas possible sans plusieurs autres aspects. Et j'étais vraiment content d'être ici parce que l'un de nos projets, c'est d'investir dans l'éducation. Et ça, c'est un projet concret. Ça fait plaisir de voir un tel projet concret. Et je crois que ça va encore aller de l'avant dans notre relation et marche entre notre organisation et la Côte d'Ivoire. Zoura Pololi Kashvili a continué sa série de visites au lycée hôtelier de la Riviera et du centre de formation multisectorielle Mohamed VI de Yopougon. Toujours en compagnie du ministre du Tourisme, Zoura Pololi Kashvili a procédé en milieu d'après-midi à la pose de la première pierre d'Aquaba Park, le futur parc d'attractions qui sera bâti sur 100 hectares entre mer et lagune dans la commune de Port-Bouilly. Au thème de ces 72 heures d'activité, le ministre Siandou Fofana a salué l'engagement du nouveau secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme à visiter la Côte d'Ivoire et à faire de cette visite une priorité. Et cette innovation, je vous en parlais en titre, affectation en classe de 6e, de nouvelles dispositions annoncées. Il est désormais possible pour les parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants dans les établissements de leur choix, ce à partir d'Internet ou du téléphone portable. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite donc les parents d'élèves à s'approprier cette innovation. Explication, Sephora Zegui et Grace Kando. Il est désormais possible pour les parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants en classe de 6e dans un établissement de leur choix, à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile. Pour affecter l'élève, deux possibilités s'offrent aux parents. À partir d'un téléphone mobile, envoyez DOB par SMS au 230. Si vous préférez Internet, vous allez sur le site web www.mandob.ci.org. Dans les deux cas, vous suivez les instructions du serveur pour l'affectation de vos enfants. La direction des bourses et de l'orientation introduit cette innovation pour résoudre les problèmes post-affectation. Au terme de chaque année scolaire, les élèves de CM2 remplissant les conditions sont affectés en 6e par la Commission nationale d'orientation dans les différents établissements sur la base des vœux formulés par les parents pendant l'année scolaire. Malgré l'analyse minutieuse effectuée par cette commission, il est récurrent de constater que 10 à 18% des parents ne sont pas satisfaits des résultats au vu des réclamations post-orientation. Le projet d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est une réponse à cette préoccupation des parents. Candia Camara,
premier responsable de l'école ivoirienne, exhorte les parents d'élèves à s'approprier cette plateforme qui simplifie l'orientation de leurs enfants. C'est un procédé qui est simple, qui est facile avec l'expérience, qui est rapide et qui est efficace. Chers parents, vraiment je voudrais vous encourager à tenter cette nouvelle expérience avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette année, le projet est expérimenté dans le Drenet Abidjan 1, c'est-à-dire Cocody, Plateau, Agamé et Béjerville. L'opération d'affectation est prévue le 9 juillet pour finir le 26 du même mois. Les établissements d'excellence, comme le lycée Sainte-Marie, seront paramétrés avec les conditions spécifiques d'accès telles que le genre, l'âge, le total général des points et la nationalité. On poursuit en images avec cette information. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a ouvert ses portes ce vendredi 6 juillet 2018, ici même à Abidjan. Durant 2 jours sont annoncées des conférences, signatures de partenariats, rencontres B2B et un dîner gala de distinction. L'événement se tient autour du thème « La femme incubateur du développement » et notez que pour cette première journée, l'invité spécial de cette cérémonie, la princesse du Koweït, la ministre de la Femme du Gabon, la représentante de la première dame de Côte d'Ivoire, la ministre Maria Tokone, étaient toutes présentes. Elles ont encouragé et rassuré les femmes de leur indéfectible appui. On change complètement de sujet à présent. Le port autonome de San Pedro se met aux normes internationales, ce en matière de sûreté et de sécurité. Le port qui vient justement de tester son dispositif en la matière. On en parle avec Sam Okona. Le port autonome de San Pedro teste son dispositif de sûreté et de sécurité. De par sa certification au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS en 2004, des exercices pour une meilleure maîtrise des risques et la gestion des menaces liées aux actions terroristes potentielles ont lieu dans le domaine portuaire depuis plusieurs années. Pour l'année 2018, le scénario a porté sur des explosions de bombes au port de San Pedro. L'interopérabilité des forces d'intervention, la disponibilité des ressources matérielles et humaines et les moyens de communication ont été réactivés avec succès. L'exercice auquel nous venons d'assister, c'est vrai, c'est un test. Et le test, il n'est pas seulement réussi quand tout se passe bien. Il est aussi pour voir les dysfonctionnements qui peuvent se passer. Mais cela nous réjouit parce que ça nous permet de nous mettre à niveau. Et dans l'ensemble, c'est un test qui s'est très bien passé pour nous. Des diplômes de participation ont été remis aux acteurs formés à l'occasion de la semaine dite Semaine de la sûreté au port autonome de San Pedro. À travers cet exercice, le premier port exportateur de cacao au monde entend démontrer aux yeux de ses partenaires qu'il reste un port sûr. 2 nouveaux centres de transfert d'ordures ménagères en construction à Anguédédou, c'est dans la commune de Yopougon, des infrastructures qui permettront de conditionner les déchets collectés dans nos ménages, également de faciliter leur acheminement au centre d'enfouissement technique de Kossioouin. On en parle avec Grace Kondo. 2 centres de transfert des déchets ménagers en construction ici à Anguédédou dans la commune de Yopougon. Démarré en mars dernier, le taux d'exécution des travaux s'élève à 50% et la livraison est prévue pour septembre prochain. Un projet qui consacre la nouvelle politique de gestion moderne des déchets dans le district d'Abidjan. Ce centre permettra de faciliter, de réduire les coûts de transport en transvasant simplement les déchets des petits contenants dans des grands réceptacles, dans des conteneurs de plus de 30 tonnes qui pourront aller tranquillement au centre d'enfouissement technique de Kossioouin pour y être traités, valorisés ou enfouis. Ici, ce qu'on fait, c'est faire le contrôle de tous les caisses, de tous les déchets qui sont ramassés, soit des précollecteurs. Les ordures, elles ne seront pas ici plus que 4-5 heures. Il n'y a aucune interférence avec le sol ni avec d'autres environnements. Puis,
c'est bien donc mis dans un grand conteneur de grande capacité pour donc optimiser les transferts et qui part directement vers les centres d'enfouissement technique. Des sites qui vont accueillir plus de 5000 tonnes de déchets par jour, une gestion moderne d'ordures qui passe par le respect des normes environnementales. Au niveau des conditions environnementales, tout a été pris en compte, les bruits, tout sera maîtrisé. La zone sera bitumée, donc il n'y aura pas de poussière en principe. Et on va veiller à ce que nous, Andé et SIAPOL, nous sommes là pour faire le suivi environnemental. Quand le projet va démarrer, les cahiers de charges devront être respectés par les opérateurs et nous y veillerons. Techniquement et selon les normes, le centre de transfert peut être dans un quartier à moins de 35 mètres d'une population. C'est vrai que les populations sont sceptiques, mais nous allons démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on aura des centres de transfert qui répondent aux normes internationales. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire sera la première. En plus des 2 sites d'Anguédétou, 7 autres centres de transfert de déchets verront le jour dans le district d'Abidjan. On termine sur ces images. Les États-Unis qui ont finalement réussi à trouver un compromis sur le budget des opérations de maintien de la paix. Après donc négociation, près de 700 milliards de dollars seront alloués aux 13 opérations actuellement déployées dans le monde. Ce sont 241 millions de moins que l'année passée, soit un budget en baisse de 6% par rapport donc à l'année précédente. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.